La vie est trop courte, commençons par le dessert. Si pour vous la pâtisserie est un mystère, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'envers du dessert. Moi, c'est Clémence, je suis littéraire et passionnée de pâtisserie. Et moi, c'est Vincent, je suis un grand touche-à-tout, mais surtout passionné de pâtisserie. Et on s'est rencontrés sur les bancs du CAP à Ferrandi en 2017. Et du coup, vu qu'on discute beaucoup tous les deux de gâteaux et de tout un tas de choses, on s'est dit qu'on allait vous emmener avec nous. Allez, on vous invite. Et coucou, comment ça va aujourd'hui ? Nous, ça va méga bien, et surtout quand on découvre des commentaires comme celui de Macaron sucré salé sur Apple Podcast. Déjà, merci beaucoup, parce que nous mettre 5 étoiles sur l'appli, ça nous aide beaucoup, mais alors en plus avec des commentaires pareils, je vous le lis, vous allez voir. Waouh, je viens de vous découvrir et je suis fan. Merci. Moi qui suis une grande gourmande, une fan de pâtisserie, je me régale à vous écouter, j'apprends et surtout ça me donne des idées d'adresses à redécouvrir. Merci et bravo pour votre super travail. Plein de belles choses à vous et au podcast, au plaisir de vous rencontrer un jour. Bah ouais grave, on va faire un gros meet-up. Et d'ailleurs, à propos de rencontres, aujourd'hui, on va discuter avec la fondatrice de Maison Plume, Tara Pidou. Maison Plume, si vous connaissez pas, c'est une pâtisserie qui vous propose des gâteaux avec un index glycémique bas. On va vous expliquer un peu dans l'épisode qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui se cache derrière ça, et sans gluten. Finalement, c'est une évolution de la pâtisserie. On va vous laisser avec Tara qui vous expliquera beaucoup mieux. Et puis, ma foi, on vous laisse écouter. Et puis nous, on vous retrouve en fin d'épisode. Bisous. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui et on est dans un salon de thé trop mignon que moi je trouve vraiment très joli. On parlera de la décoration et de l'identité un peu plus tard. Nous sommes chez Maison Plume, rue Charlot et en bonne compagnie avec Tara Pidou. Bonjour Tara. Bonjour. Tara du coup qui est la fondatrice, et à propos de ce salon de thé très mignon, normalement bientôt il rouvre, donc vous aurez l'occasion de pouvoir, dans un peu plus d'un mois quand même, mais un peu de patience, on a déjà assez attendu, mais bientôt on va avoir l'occasion de pouvoir enfin regoûter ces pâtisseries du coup sans gluten et sans sucre ajouté. On peut déjà les dans goûter, ce salon de thé. mais on peut pas les déguster sur place. Voilà, on va avoir la terrasse dans un premier temps, puis le salon de thé, mais du coup, maintenant, Tara, est-ce que tu peux nous parler un peu, déjà de toi, de ce qui t'a amené finalement à créer Maison Plume, qui est donc une pâtisserie où à la base le concept c'est sans gluten et sans sucre ajouté, même si aujourd'hui vous travaillez même sur d'autres façons de pâtisser. En fait, moi à la base, je peux pas manger de gluten depuis l'adolescence, Okay. donc ça m'a assez vite sensibilisée aux enjeux d'interdit alimentaire. Et en plus, je viens d'une famille avec des parents très tournés vers le bio, mais gourmands. Donc assez rapidement, on a essayé de chasser un peu le sucre de notre alimentation tout en se faisant plaisir. Et donc depuis mes 15 ans, en fait, je m'entraîne à des recettes de gâteaux sans sucre. Et j'ai eu l'idée de Maison Plume en 2012. Et donc j'ai organisé tout mon parcours scolaire et professionnel pour pouvoir le monter. Commencer à chercher les recettes et tout ça. Est-ce que t'avais déjà le nom ? Non, le nom il est venu en 2016. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah oui, donc, Attends, juste, ça fait combien de temps que Maison Plume existe ? Là, un tout petit peu plus de 2 ans. J'ai ouvert fin mars 2019. Ok, voilà, c'était juste pour... Ah oui, donc c'est un projet quand même qui a eu le temps de mûrir. Oui. Ça c'est plutôt une bonne chose. Voilà, c'est ça. Et donc en plus, j'ai vu qu'il y avait une demande, que j'étais pas la seule à avoir envie de me faire plaisir avec des gâteaux soit sans culpabilité pour les apports nutritionnels, soit parce que, il y a des personnes diabétiques en fait. Donc je voulais vraiment une pâtisserie qui soit accessible au plus de monde possible. Et voilà, c'est comme ça qu'est née Maison Plume. Trop bien. Et du coup, tu parlais d'orienter ton parcours. Qu'est-ce que t'as fait ? En fait, moi, j'étais en éco-gestion à Dauphine à la base. Et ensuite, j'ai fait un CAP à Ferrandi pour vraiment savoir faire afin de pouvoir créer et monter ma propre entreprise. Là, j'ai travaillé un peu comme pâtissière donc chez Sébastien Godard et l'effet pâtissière. Et ensuite, j'ai fait un master entrepreneuriat en école de commerce. Ah ouais, Ouais. la totale. Avoir un parcours qui me permettait de monter quelque chose comme ça. Ah ouais, là je pense qu'en effet avec un parcours comme ça, au moins la création d'entreprise ça te faisait je pense un peu moins peur. Voilà, c'est ça. Ok, écoute, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Globalement, le sucre et le gluten, depuis que la pâtisserie existe, je pense que c'est quand même La base. bien ancré. Ça fait partie des ingrédients qu'on pense indispensables. Donc comment on fait en fait pour compenser un peu ces aliments qu'on pensait jusque-là indispensables? En vrai, c'était pas mal ce que t'as dit juste avant qu'on démarre. Si tu retires le sucre et la farine du 4 quarts, il reste pas Ouais. grand-chose. Pour le 4 quarts, ça fait plus le même gâteau quoi, sans sucre et sans farine. Bah c'est ça.
C'est assez compliqué. En plus, moi, j'ai fait une formation de pâtisserie traditionnelle, enfin vraiment avec de la vraie farine, du vrai sucre. Mais donc, il faut tout adapter, comprenant le rôle de ces ingrédients dans les pâtisseries traditionnelles et en les remplaçant. Donc là, justement, ce sont les 6 ans où j'ai mûri le projet. J'ai testé toutes les farines possibles. En plus, moi, ma contrainte, c'est qu'il fallait que tout soit à faible indice glycémique, en plus d'être sans gluten. Et parfois, les farines sans gluten font un peu grimper la glycémie. Donc, il fallait vraiment que je trouve plein d'alternatives. Et pour le sucre, je voulais absolument pas quelque chose de chimique comme l'aspartame. Donc là, j'ai pris la chose la plus naturelle possible en trouvant une stevia bio-équitable qui n'avait pas le goût amer ou réglissé qui souvent est désagréable dans la stevia. Et là aussi, j'ai mis 6 ans à en trouver une bonne. Oh là là, elle vient d'où ? Et voilà. Elle vient du Paraguay. Ok. Et alors attends, ça ressemble à quoi la stevia dans son état naturel ? C'est une plante. C'est une plante ? Une plante verte. Une plante. Ok. Parce que moi, je sais qu'on peut l'utiliser en poudre ou alors en liquide. Oui, en extraction liquide. Ok, et toi, tu utilises les deux ? Du coup, l'extraction liquide. D'accord. Ouais, parce qu'en fait, finalement, ce que j'ai dit, c'était sans sucre ajouté, mais même plus que ça, c'est que tu cherches même à avoir un indice glycémique bas. Oui, c'est ça. C'est justement pour pouvoir être accessible aux diabétiques, il fallait que tout soit à faible indice glycémique. Et donc là, quand on a mis au point les recettes, vraiment j'ai fait des tests sur des personnes diabétiques et non diabétiques, des tests de glycémie pour être sûr que ça faisait pas du tout grimper leur glycémie. Et du coup, aucun de tes produits ne dépasse un certain seuil. Moi, j'y connais pas grand-chose. Je vais être forcée de m'y intéresser parce que figurez-vous que la semaine dernière, j'ai découvert que ma mère était diabétique. Enfin, elle l'a découvert en même temps. Mais du coup, ça m'intéresse ces sujets. C'est quoi concrètement ? Est-ce que tu peux faire index glycémique pour les nuls en 1 minute ? En gros, il faut que l'aliment ne fasse pas monter le taux de sucre dans le sang, donc la glycémie, ce qui fait que le corps n'aura pas besoin de sécréter d'insuline pour faire descendre. Et en fait, souvent, c'est l'insuline aussi, pour les gens même qui suivent un régime amincissant, qui fait qu'on stocke. Donc en fait, l'idée, les diabétiques, souvent, ils doivent surveiller leur insulinémie. Et les personnes qui font des régimes amincissants, qui veulent pas grossir, peuvent la surveiller aussi. Et donc là, tous nos gâteaux... laisse une glycémie plate, enfin en tout cas basse, mais font pas du tout de pic de glycémie qui fait qu'il n'y a pas de pic d'insuline. Ok. Donc tout est accessible aux diabétiques. Voilà. Et c'est quoi parce que je sais que par exemple, donc il y a une autre boutique à Paris, les Belles Amphis, qui font un index glycémique bas où Contrôlé. ils affichent contrôlé. IGC. Contrôlé. Et ils affichent l'index glycémique sur chaque gâteau, justement pour que ce soit possiblement consommable par un diabétique. Il y a c'est quoi la limite ? C'est en fait, on considère que IG bas, peut-être dire une bêtise, mais je crois que c'est en dessous de 35 Ok. ou 40. Ok. On revérifiera, mais ok, dans ces eaux-là. Ça marche. Et alors, est-ce que, ouais. pardon, du coup, je voulais juste dire, est-ce que tu sais, un gâteau classique, on est vers combien ? Un gâteau classique, on est souvent à 60, enfin c'est vraiment IG haut. Ok, donc ouais. faut vraiment couper en deux, quoi. Voilà. Nous, l'idée, Ok. c'est de pas dépasser 35 vraiment, enfin c'est d'être bas. Ok, très bien. Un sacré challenge, j'imagine, mais parce que toi, du coup, comme tu l'as dit, t'as appris un CAP avec tout ce qui est farine classique, sucre classique. Donc, une madeleine où t'apprends avec du sucre blanc, une farine de blé. Quand tu la retravailles avec, du coup, une stevia ou une farine sans gluten, j'imagine que même toutes les pesées doivent être un peu adaptées. Ah oui, oui, complètement. Et en plus, on n'a pas les mêmes propriétés chimiques et physiques. En fait, par exemple, pour la pâte feuilletée, on fait encore des tests, par exemple, parce que la pâte feuilletée, c'est le gluten qui fait que ça gonfle. Enfin, c'est le réseau gluténeux qui emprisonne le CO2. Ouais. Et du coup, on a eu les mêmes profs à Ferrandi, je crois. Obligé. C'est vrai. T'as eu Jean-Pierre. Oui. Ah, c'est sûr que déjà, on part sur de bonnes bases avec Jean-Pierre. On parle de Jean-Pierre Lesba. Et si vous ne savez pas qui c'est, écoutez notre épisode 1 parce qu'on était obligé de le faire avec lui. Finalement. JP Forever. Voilà, et du coup, sans gluten, on a vraiment un problème. Enfin, pour que ça feuillette, c'est assez compliqué. Donc là, on fait toujours des tests parce que moi, vraiment, mon mot d'ordre depuis le début, c'est que je préfère sortir des gâteaux qui sont bons. On voit pas la différence en fait avec un gâteau traditionnel, plutôt que quelque chose qui fasse bof, quoi. Donc c'est pour ça que pour l'instant, j'ai pas sorti encore de viennoiserie ni de pâte feuilletée. Et d'ailleurs, une question que je me posais, c'est un peu le sens de ce que Vincent demandait, c'est est-ce que tu vas chercher à reproduire les pâtisseries dites classiques ou traditionnelles, genre faire une tarte au citron meringuée, mais à ta manière sans gluten et à indice glycémique bas, ou est-ce que tu cherches à créer d'autres pâtisseries parce que c'est pas possible ? Une comparaison avec ça, ce serait par exemple, il y a un peu deux tendances dans le végétarisme. Quand on est végétarien et qu'on se passe de la viande, soit on fait de nouveaux plats, soit on essaye de faire une bolognaise sans viande. Toi, t'es plutôt de quel côté ?
Et ben alors au départ, ça c'est un peu en train d'évoluer parce qu'au départ l'idée c'était vraiment de pouvoir donner la possibilité à ceux qui rêvaient de la tarte au citron meringuée de leur enfance justement de pouvoir en remanger alors qu'ils ne pouvaient plus à cause de soit un diabète ou une intolérance au gluten. Sacré challenge. Voilà. Et du coup c'est pour ça qu'au début je voulais vraiment, l'idée c'était de pas partir dans des choses folles mais vraiment reproduire les grands classiques de la pâtisserie pour retrouver cette saveur de l'enfance justement. Et les classiques oubliés. Et là, on se laisse plus de liberté. Maintenant, en plus aussi, on maîtrise de plus en plus nos préparations. Donc là, on se laisse plus de liberté pour aller vers des choses un peu plus exotiques. Et puis en plus, Maison Plume, ça fonctionne bien. Vous êtes connu et reconnu. Et du coup, peut-être que le nom qui devient une marque vous autorise à aller ailleurs et à faire des créations Maison Plume plutôt que le Paris-Brest façon... Oui, c'est vrai. Je voulais juste rebondir sur un truc que tu disais, c'était au moment où tu disais que tu voulais sortir des gâteaux une fois qu'ils étaient bien aboutis, que tu jugeais toi vraiment bons, plutôt que des gâteaux bof, parce que j'imagine aussi que tu as envie... tu veux que même si les gens soient pas intolérants au gluten ou diabétiques, tu veux aussi que les gâteaux... Les gens sont un peu bluffés parce que le gâteau il est hyper bon. En plus il est sans gluten, sans sucre ajouté. Ouais, c'est ça. Exactement, ça c'était aussi tout l'enjeu de mon projet. J'avais vraiment envie que les full gluten, full sucre aiment aussi nos gâteaux parce qu'ils accompagnaient leurs amis diabétiques. Voilà. Et j'avais testé sur plein de mes amis, colocataires et tout, un peu à l'aveugle, en leur faisant des gâteaux et sans leur dire que c'était sans gluten et sans sucre. Et là on voyait, et quand ils trouvaient ça bon, je me disais c'est cool, c'est gagné. Ah, trop bien. Bon, moi maintenant j'aimerais bien qu'on parle un petit peu justement de la marque et de toute l'identité visuelle parce que donc tous tes gâteaux ils ont une forme particulière. Comment on appelle cette forme ? Bon, j'imagine qu'il y a un truc avec la plume, mais... Oui, c'est ça, moi j'ai appelé plume. C'est un petit losange finalement. C'est un grand calisson, forme bateau. Ouais, c'est ça. Et ils ont tous cette forme et en fait il y a une très grande cohérence entre le nom, l'esthétique du salon de thé, les logos, tous les gâteaux s'appellent plume. Comment t'as développé tout ça ? Est-ce que tu t'es fait accompagner ? Est-ce que ça mûrit tout ça depuis 2012 du coup ? Alors un peu, et en fait au-delà de la carte des gâteaux, du côté pâtisserie, vraiment ça a été l'identité visuelle, développer tout ça, ça a été ma partie préférée. Vraiment, c'est moi qui ai dessiné le logo. Ah ouais ? Les boîtes aussi. Je me suis fait aider par un ami graphiste qui a vectorisé tout ça parce que la partie logicielle je maîtrisais pas, mais la partie crayon ça marchait. Okay. Voilà, la déco aussi, j'avais vraiment envie de la faire moi, chiner des meubles chez Emmaüs dans des ressourceries. Pour vraiment faire un style un peu maison de campagne, cosy, un lieu où les gens se sentiraient bien. Donc ça c'est vrai que ça mûrit depuis assez longtemps. Ouais, tu m'étonnes. Et ce qui est assez réussi parce que moi j'aime bien ce côté un peu rustique, un peu c'est vrai que ça fait petit cocon. C'est hyper chaleureux. Ouais. C'est globalement ça, c'est ce qu'on peut dire, c'est que c'est hyper chaleureux. C'est de bon goût, je trouve, avec les couleurs des murs et tout. Moi j'aime beaucoup. Merci. Et alors moi j'aime beaucoup la déco aussi, mais je crois que j'aime encore plus les gâteaux. Et du coup je voulais en revenir un peu sur les gâteaux que tu fais. Est-ce que faire du sans gluten et un index glycémique bas, ça coûte plus cher ? Merci Vincent de nous rappeler qu'on est sur un podcast de pâtisserie. Oui, ça coûte plus cher, oui, parce que la farine et le sucre, ça ne coûte pas vraiment cher en termes de matières premières à un pâtissier traditionnel. Moi, ce par quoi je les remplace, en plus, ce qu'on n'a pas dit, c'est aussi, je fais pratiquement, c'est à 90% bio, tous mes ingrédients. C'était aussi une question. Voilà, donc toutes mes farines, en plus, elles doivent être complètement certifiées sans gluten, sans trace, pour être accessibles aussi aux malades cœliaques. Ah ouais. Donc ça, c'est hyper important, j'ai dû vérifier avec tous mes fournisseurs, même mon fournisseur de noisettes, qu'il n'y avait pas de traces de gluten possible et de contamination croisée. Et donc oui, ça coûte plus cher, la stevia coûte plus cher que le sucre. Voilà. Contamination croisée, qu'est-ce que c'est pour les gens qui n'ont pas fait de CAP ? C'est quand deux aliments peuvent être travaillés dans le même endroit, le même lieu, et que l'un peut contaminer l'autre. Par exemple, si quelqu'un est allergique aux œufs et qu'il y a eu de l'œuf à côté de ton lait, en fait, il peut y avoir un problème ensuite. Donc c'est les fameuses traces qu'on voit sur les paquets de biscuits. Voilà, sur les paquets de biscuits où il y a toujours écrit peut contenir des traces de fruits à coque, machin. J'avais une question qui m'a échappé, mais peut-être qu'elle va me revenir. Zut. Faut que tu la rattrapes. Ouais.
Ok, du coup, ça coûte un peu plus cher de faire des pâtisseries sans gluten. Mais dis donc, vu que c'est accessible aux diabétiques et aux maladies cœliaques, on a trop hâte que tu arrives à sortir des viennoiseries et du pain peut-être ? Bah oui, du pain aussi, on y réfléchit fortement. Trop Après, bien. voilà, c'est toujours la double contrainte IG bas, faible indice glycémique et sans gluten. Parce que souvent, c'est la farine de riz qu'on utilise pas mal, la farine de maïs dans les pains sans Ouais. gluten, mais ça fait monter haut la glycémie. Donc voilà, on est aussi en cours de test. Ok. Et là, tu as dit, parce qu'au mois de janvier, évidemment, il y a un truc indispensable, c'est la galette. Tu as parlé que vous aviez encore un peu de mal à avoir une pâte feuilletée comme tu l'aimerais. Est-ce que du coup, tu cherches un peu des petites alternatives pour filouter un peu? Bah oui, exactement. Bah justement, pour l'épiphanie, j'avais envie... Enfin voilà, j'ai sorti un gâteau des rois plutôt qu'une galette des rois. Donc là, c'est vraiment avec de la pâte sablée parce que nos clients aiment vraiment notre sablé. Donc Ok. entre deux couches de sablé très fin, on a fait une couche de frangipane et ensuite une couche de crème pâtissière à l'amande torréfiée, plutôt avec des amandes hachées et avec une fève et tout ça. Et ça marche très bien. C'est un peu entre le gâteau basque et la galette des rois. Oui, c'est ça. Et voilà. Et du coup, tu dis avec qui est-ce que tu développes tes recettes? De qui est composée ton équipe? Comment ça fonctionne Maison Plume? Dis-nous. En fait, au moment d'ouvrir Maison Plume, j'ai embauché un pâtissier et donc là, moi j'avais développé des recettes en amont pas mal pendant mes recherches et ensuite, quand je l'ai embauché, on a continué à développer la carte tous les deux. J'avais vraiment envie de lui laisser de la place aussi pour la co-création. Et là, en fait, au début, il y a eu mon frère qui est venu travailler avec moi comme barista. C'était assez chouette d'être en famille. Et là, ça tourne un peu. J'ai une responsable de laboratoire, après des stagiaires, apprentis, ça tourne. Tu nous disais Évidemment. que vous étiez 3 temps plein et que toi, moi c'est ça que je trouve ça intéressant, c'était ta double casquette. T'es à la fois à la vente et en labo. Bah, même triple casquette, parce que Et ouais. t'es aussi chef d'entreprise qui Ouais. occupe un peu de temps, j'imagine. Bah oui, c'est pour ça quand même la plus grosse partie de la production, je voulais quand même la déléguer. Bon, bien sûr, je suis là quand au moment où il y a besoin que je sois là, Ouais. c'est sûr. Mais c'était pas possible de me lever à 4h du matin et de finir mes journées à minuit parce qu'il Ouais. fallait que je termine des mails et des factures, voilà. C'est Tout en ayant fait l'accueil client de la journée. Avec Voilà. le sourire. Avec le sourire, c'est très important. Voilà, et j'avais vraiment envie moi aussi d'être face aux clients pour insuffler aussi un peu l'esprit du lieu. Bah C'était ouais. important et puis avoir les retours directs de la clientèle. C'était important. Mais voilà, c'est aussi pour ça que je suis passée un peu par tous les postes possibles en pâtisserie pour vraiment connaître tous les aspects, tous les métiers qu'il y aurait dans mon entreprise en fait. Ok. Et alors, dis-nous du coup, c'est un projet qui était mûrement réfléchi. Tu connais un peu tous les aspects du métier. Parfois t'es en labo, parfois t'es à l'accueil, enfin même le plus souvent t'es à la vente et en plus t'es chef d'entreprise. À quoi est-ce que tu ne t'attendais pas comme défi? C'est quoi? Ça ressemble à quoi une journée type? Enfin, tu vois, parle-nous du côté entrepreneur. Et ben alors justement, il n'y a pas de journée type. Et c'est ça qui est... c'est peut-être ça le plus grand défi, c'est que parfois on a l'impression de... Et c'est un copain qui a ouvert aussi une pâtisserie qui m'a dit ça, qui m'a dit j'ai l'impression de résoudre des problèmes les uns après les autres. Écoute, Kevin ça- Lacotte nous disait la même chose. Mais ça, je pense que dans la pâtisserie ou dans n'importe quel milieu, c'est le propre de l'entrepreneur finalement. C'est En fait, il y a toujours des choses qui nous tombent dessus, Ouais. alors qu'on s'y attendait pas. J'avais prévu ma journée vraiment tac-tac cadrée. À ce moment-là, je fais ça. Et en fait, non, il y a une urgence énorme. Un four qui tombe en panne. Enfin, Ouais, c'est voilà. vraiment... et c'est un peu... Voilà. C'est tout. Il faut être souple sur les rotules et s'adapter tout le temps. Ah, Gilles. Ouais, faut être bien organisé, mais quand même être assez flexible au cas d'imprévu, quoi. Exactement. Ce qui est une grosse gymnastique. C'est ça. Je crois que ça, c'est pour moi voilà, un des plus gros défis. Ok. Puis surtout, il y a quand même quelque chose qui doit te prendre du temps parce que tu nous parlais. J'arrive à faire une petite liaison avec la question que j'ai réussi à rattraper de tout à l'heure. Ah, waouh. Tu nous parlais que du coup que tu travaillais avec 90% d'ingrédients bio, c'est ça? Également, donc tu vas chercher tes farines, ça on l'a compris. Le travail de sourcing, Oui. du coup, doit prendre énormément de temps et doit être long. Oui, ça a été un long travail de recherche pour être sûr. En plus, voilà, pareil pour les fruits, je veux que ce soit au maximum bio ou local. Ça a été assez compliqué parce que justement, quand je regardais tous les grands moulins qui, pas loin, en région parisienne, et il y avait toujours du blé quelque part qui se baladait. Et, voilà, comme le gluten est hyper volatile, il fallait absolument pas que mes farines viennent de là. Ça a été long. Est-ce que t'as vu une évolution de l'offre? Bon, du coup, ça fait 2 ans que t'es ouverte. Est-ce qu'en 2 ans déjà, t'as vu quelques changements? Je vois que maintenant, il y a plus, dans le côté producteurs locaux, il y a des plateformes un peu qui mettent en commun des producteurs
locaux qui centralisent un peu, parce que moi je rêverais d'aller à la rencontre de chaque producteur, voilà. Mais il y a des moments où on manque un peu de temps. Pardon, il n'y a que 24 heures dans ta journée. Mais voilà. Mais donc ça, c'est assez pratique. Et c'est vrai que le bio, il y a de plus en plus de références bio, voilà, même chez des gros fournisseurs. Bon, ça va un petit peu dans la bonne direction, tout ça. Voilà. Chouette. Et là, vu qu'on parle des évolutions, est-ce qu'au niveau de la clientèle, est-ce que tu as vu aussi une évolution au fil du temps qui passe? Alors oui, c'est vrai qu'au début, c'était surtout le sans gluten qui attirait. Ou alors des gens qui rentraient dans la boutique sans se rendre compte en fait que c'était sans sucre, sans gluten, parce que vraiment je voulais pas me fermer aussi. Ça c'est vraiment la réussite ultime. Exactement. Ça c'était voilà. La consécration. Le gros challenge, exactement. Et là, il y a de plus en plus de régimes aussi en vogue, comme le régime cétogène, keto. Et là, il y a plein de gens comme nous, nos pâtisseries peuvent aussi fonctionner pour ce régime parce qu'elles sont très faibles en glucides. C'est quoi? En gros, c'est l'idée de justement pas du tout faire monter la glycémie et l'insuline pour ne pas stocker. En fait, on peut manger gras. Enfin, vraiment, il n'y a pas vraiment de limite sur le gras, mais pas du tout de sucre. Ok. Même pas de fruits, voilà. Oui. Et il y a plein de gens qui font ça. Trop triste. Maintenant. Et il y a certaines de tes pâtisseries où il n'y a pas du tout de sucre? La plume pistache, par exemple, Ok. c'est un chou oui. qui était à la carte jusque-là et qui va revenir. J'avais fait des analyses nutritionnelles et en fait, on voyait glucides dont sucre. Dont sucre, c'était 0,3 grammes. Oui, c'est vrai que finalement, avec les fruits secs qui sont très gras, ouais, ça paraît. On a la gourmandise. Ça paraît plus possible. Ok. Et bah, du coup, pendant qu'on est sur les évolutions, tu disais qu'au début, du coup, c'était. Ah, c'était ma question. Beaucoup. Bah, je te la vole, tu vois. Oh, Allez, vas-y, je te la rattrape laisse ses alors. questions et il va celle des autres. Non, vas-y. Donc, tu disais qu'au début, c'était très sans gluten. Et là, on voit à ta vitrine, il y a par exemple une pâtisserie qui est végane. Est-ce que c'est quelque chose. Est-ce que c'est un hasard? Vous vous êtes dit, tiens, bah, c'est marrant, quand on l'a faite, elle est végane. Ou alors, est-ce que vous avez quand même recherché à la faire végane? Oui, dès le début. Le hasard de la pâtisserie végane, faut y aller. Ouais, ça n'existe pas. Faible indice glycémique, sans gluten, sans sucre et vegan. Ouais, Au début, quand j'ai dit ça au pâtissier que j'ai engagé, il m'a dit mais ça marchera pas. Ah si, on va en sortir une vegan, c'est sûr. Voilà, parce que je me doutais qu'il y aurait ce genre de demande dès qu'on va un peu dans dans ce genre d'alimentation un peu plus naturelle et tout ça. Il y a ce genre de demande, donc dès le départ, il y avait une offre végane, donc là c'est avec la pomme cannelle et le fondant au chocolat. Ok. Mais voilà, c'est vrai que ça reste plus sur des choses plus gâteau, un peu plus gâteau de voyage, enfin dans le type gâteau de voyage. J'ai pas encore fait, parce que souvent pour faire des crèmes au lait de coco, des choses comme ça, là le sucre glace aide beaucoup. Donc là encore, ma triple contrainte nous empêche un petit peu. Mais il y a au moins cette offre-là, et il y en a plusieurs aussi sans lactose. Là, le chou chocolat tonka, on fait des ganaches crémeux et crème pâtissière, et même pâte à choux sans lactose. Ok. Ouais, mais en fait, globalement, en termes de R&D, ça s'arrête jamais, mais c'est hyper complet, parce que quand tu cherches un nouveau gâteau, si en plus tu ajoutes du sans lactose ou du vegan, etc., ça demande vraiment une grosse R&D. Ensuite, bah, en fait, le sourcing, finalement, il continue. Tu l'arrêtes jamais, vu que... Enfin, quand tu fais du sans lactose, j'imagine que tu dois un peu sourcer déjà, t'as quelque du chose d'autre. chocolat au lait sans sucre, ça, Ouais. je vois même pas comment c'est possible. Bah ça c'est du chocolat au lait sans sucre, chocolat noir sans sucre. Valrhona, ils sont super pour ça. Ok. Donc voilà, moi j'avais toujours travaillé avec Valrhona pour d'autres chocolats. Et quand j'ai vu qu'ils en faisaient sans sucre, je me suis dit c'est sûr que c'est avec eux que je vais travailler. Ah bah ça c'est trop bien. Ouais, parce que c'est vrai que du coup on a pu goûter un petit sablé au chocolat au lait qui était excellent. Ouais. Avec un très très bon chocolat au lait, et ça fait plaisir, parce que c'est vrai que chocolat au lait sans sucre, on pourrait se dire tiens, est-ce que ça va avoir un fort goût de lait ou quelque chose? Bah non. Après Valrhona, on peut y aller les yeux fermés. Ouais, Valrhona, globalement on peut faire confiance. Bon, et alors du coup on discutait un tout petit peu avant, et on disait que quand t'avais des clients qui venaient des régions, puisqu'on a décidé de s'accorder sur cette dénomination, il te disait nous aussi on veut ce genre d'offre chez nous, quand est-ce que tu t'installes chez nous? Quels sont les projets de Maison Plume? Alors j'aimerais bien ouvrir une ou plusieurs autres boutiques, on espère, si c'est possible. Peut-être, alors j'ai eu pas mal de demandes aussi dans l'ouest parisien. Ok. Des clients qui nous disent venez par là-bas, comme ça on ne traverse pas tout Paris. Très bien. Mais j'aimerais bien, moi j'ai fait une partie de mes études à Lyon aussi, c'est quand même une ville où j'aimerais beaucoup, je verrais bien un Maison Plume 2 ou 3 à Lyon. À Lyon, c'est vrai qu'en plus ça bouge beaucoup la scène pâtissière en ce moment. Et on est allé rencontrer un chef pâtissier qui a fait 10 ans à Paris et qui s'est installé à Lyon. Enfin, c'est vraiment. Je pense que
Et tu te rapprocherais de Valrhona. Voilà, exactement. C'est plus proche. Voilà, mais après, il y a d'autres villes. Bordeaux, Nantes, on ne sait pas. Bah oui, je pense que globalement c'est quelque chose qui se développe assez, pas que à Paris, hein, finalement ça se développe un peu partout en France et du coup c'est sûr qu'il y aura une clientèle, mais du coup c'est hyper drôle qu'il y a du coup c'est des gens qui j'imagine viennent, je sais pas, pendant un week-end à Paris, etc. et ils ont noté du coup ta petite adresse, ils passent. Exactement. Souvent, j'ai mon ami qui vient de telle ville, on est passé chez vous parce que bon, il y en a pas là-bas. Donc ouais, ça me fait plaisir. C'est quoi le plus beau compliment qu'on t'ait fait sur une pâtisserie, une de tes pâtisseries ? C'est une fois, il y avait une cliente qui en s'arrêtant a eu vraiment les larmes aux yeux après avoir mangé un gâteau. C'était le moment où le salon de thé était ouvert. Elle a vraiment eu les larmes aux yeux parce qu'elle était cœliaque et diabétique, donc là pour le coup vraiment tout sans gluten, sans sucre, ça marchait pour elle. Et elle me disait que ça faisait 10 ans qu'elle n'avait pas mangé d'une vraie pâtisserie. Oh. Et là, oui, là, ça m'a touchée, vraiment. Tu sais pourquoi tu fais ce que exactement. C'est fou. Et est-ce qu'il y a des gens qui... Je sais pas, par exemple, prenons ce cas de figure où une personne, ça fait 10 ans qu'elle n'a pas pu manger de gâteau et tout, et qui viennent et qui sont presque un peu... Vous êtes sûr qu'il n'y a vraiment pas de sucre ? Vous êtes sûr ? Est-ce qu'il y a des gens que tu dois un peu rassurer ? Parce que pour eux, c'est tellement en mode non, mais c'est pas possible. C'est un enjeu de santé, quoi. C'est pas possible, exactement. Je vais manger vraiment à une pâtisserie, etc. Il y a des gens comme ça que tu dois rassurer ? Bah oui. Et là, je leur explique que je fais vraiment très attention, que j'ai fait toute ma recherche avec mes fournisseurs justement pour l'absence de traces, que moi-même, je mange pas de sucre depuis plus de 10 ans. Enfin, je leur promets de tout mon cœur que vraiment, il n'y a aucun sucre, aucun gluten dans mon atelier. Ok. Et après, une fois qu'ils goûtent la pâtisserie, là, ils sont rassurés, ils passent un super moment. Voilà. C'est quoi une critique ou une remarque constructive qui t'a marqué et dont tu te souviens quand tu es en train d'élaborer des nouveaux gâteaux, s'il y en a une ? Alors, parfois, il y a des gens qui sont très habitués, qui ont un palais très habitué au sucre. Ouais. Et parfois, nos pâtisseries peuvent paraître un peu désucrées par rapport aux pâtisseries traditionnelles. Mais ça, c'est quand même une volonté, parce que j'avais aussi envie de mettre en avant le vrai goût des ingrédients. Et donc c'est vrai, quand on goûte justement une pâtisserie à la pistache, c'est le vrai goût de la pistache, qui est pas verte avec pleine de colorants et qui est pas toute sucrée. Donc parfois, on se rapproche presque de la pistache de l'apéro en fait. Donc parfois, ça peut surprendre certaines personnes. Donc c'est vrai que quand je goûte, comme moi, mon palais est quand même assez déshabitué du sucre. Ouais. Voilà, j'essaye de me dire, là ça me plaît, ok, et je fais goûter du coup à d'autres amis. Oui, est-ce que ça plairait à d'autres ? Voilà, pour qui eux mangent du sucre normalement, pour être sûr, mais quand même tout en restant moins saturé en sucre qu'une pâtisserie traditionnelle, c'est quand même le but. Okay. Ouais, peut-être qu'en fait il y a certaines personnes qui ont l'habitude de manger les pâtisseries sucrées. Ils vont pas avoir l'habitude de ce goût peut-être très brut, parce que finalement le sucre apporte toujours une douceur, ça lisse un peu les goûts. Là ça a un goût, j'imagine, un peu plus brut, quoi. C'est ça. Et après, là, on peut aussi conseiller nos clients quand ils viennent, quand ils disent alors moi j'aime vraiment pas du tout le goût sucré, ou alors moi j'aime vraiment quand c'est un goût sucré. Du coup on les oriente plutôt vers une plume ou une autre. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est à ça que ça sert que ce soit toi qui sois à la vente. Bon, est-ce qu'on n'aurait pas fait un joli petit tour ? Je pense qu'on a fait un joli petit tour. Je vois qu'en plus, là, en vitrine, tu sors des glaces. Elles y sont toute l'année ou là, c'est pour l'été qu'elles arrivent ? Elles y sont toute l'année parce que ça aussi, ça a été un challenge de faire des glaces aussi en pot qui puissent se transporter à la maison sans sucre, parce que souvent c'est le sucre ou le sirop de glucose qui aide à la non-cristallisation. Et aussi, je voulais absolument pas mettre d'additifs chimiques. Et donc là, ça y est, on a réussi à faire des glaces qui pouvaient se... Bon là, cet hiver, on a fait une glace au pain d'épices pour que les gens puissent rentrer chez eux. J'allais te demander, t'as quoi comme parfum par exemple ? Après, on fait assez peu de parfums, comme on les turbine à la minute. Ouais. On a 2 ou 3 parfums par semaine. Vous avez un pack au jet ? Oui. Oh là là. Trop bien. Mais qu'ils sont bien équipés. Ça a été mon investissement de l'été dernier. Tu m'étonnes. On comprend. Ça fait vraiment une belle différence. Ça coûte très cher. Oui, pour le dire, ça coûte très cher. Mais ça fait des glaces d'une qualité incomparable. Voilà, très bonne. Ouais. Ok, je pense qu'on a fait un joli petit tour. En tout cas, nous, on est très curieux. Avec Clémence, on va goûter 1000 trucs. Oui, faites-nous confiance. Et on va passer à nos questions rituelles. Du coup, la première, c'est quel est ton premier souvenir sucré ? Ou non sucré. Alors, moi, ce serait peut-être le tiramisu de ma mère quand j'étais petite. Voilà. Et ça a été une des premières pâtisseries ce que j'ai appris à faire moi-même aussi. C'est ce que j'allais te demander. Et est-ce que tu as essayé de le reproduire un peu dans une de tes pâtisseries ? C'est un de mes croquis dans mon carnet, la plume tiramisu qui arrivera à un moment.
Trop bien. Parce que est-ce que elle déjà quand tu le goûtais à l'époque, il était sans gluten et Ah non, sans là, sucre il Non. était full gluten, Ok. full sucre, tout. Bah, sinon, j'imagine que la recette serait déjà prête et qu'on aurait déjà la plume. Oui, c'est vrai finalement. Pourquoi se compliquer la vie? Et on va avoir une autre petite question pour en savoir un peu plus sur toi et on va faire le petit tirage au sort en direct. Est-ce que tu peux nous donner un numéro entre 1 et 22? 4. 4. Donc le flan, plutôt pâte feuilletée ou pâte sablée? Pas de sablé, je dirais, pour peut-être le flan qu'on va sortir bientôt. Elle est stratège. Non, mais t'as raison. Mais en plus, il y a du teasing. C'est-à-dire qu'il y a un flan qui arrive bientôt. C'est ça, en cours de test. Beaucoup de tests aussi parce que j'ai vraiment envie qu'il soit bien. Bon, en tout cas, Bah si oui, t'as on vraiment besoin de imagine. bêta-testeurs, Ouais, on peut s'arranger. Très bien. surtout pour les flancs. Bon, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Eh bien, longue vie à Maison Plume. Bah oui, oui, avec ça, tout ce qui se carrément. passe en ce moment. Longue vie, prospérité. Ouais, Bah, c'est pas mal. Ouais, que la réouverture peut-être du salon thé dure et ne soit pas Exactement. que temporaire. Et puis bah voilà, et puis qu'il y ait un maximum de monde qui viennent découvrir ce projet comme, C'est ça. comme Tara l'a bien dit, globalement, on peut venir manger ces gâteaux, même si on n'est pas intolérant au gluten ou diabétique ou autre. Franchement, ce sont des très bons gâteaux. Donc voilà. Ouais. Merci Tara pour ton accueil. Ouais, merci Merci. beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bon bah moi je sais pas vous, mais nous ce qu'on a appris avec Tara, c'est que avec beaucoup de contraintes, on pouvait très bien créer. Et des contraintes, Tara elle s'en rajoute. Hein. Sans gluten, sans sucre, sans lactose, vegan parfois, bientôt du pain, de la viennoiserie, voilà, on a trop hâte de voir tout ce que ça va donner. Et du flan. Et du flan, oh là. On a dit qu'on voulait bien être bêta-testeur. Nous on est vraiment sympa. Hein. Grave. Et on est tellement sympa d'ailleurs que dès demain, vous aurez un petit cadeau de la part de Tara qu'on va vous poster sur le compte Instagram, l'envers du dessert, l'envers-du-bas dessert. N'oubliez pas, vous pouvez toujours nous rejoindre sur notre site, l'enversdudessert.com, ou sur YouTube ou sur Twitch où on essaye plein de choses, on vous propose plein de contenus. Tout n'est pas parfait, je suis d'accord, mais promis, un moment ce sera trop bien. Donc voilà, on vous y retrouve sur Twitch tous les jeudis. En vrai, venez faire des expériences avec nous, venez nous faire vos retours, venez nous dire comment nous améliorer, parce que en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on s'amuse beaucoup. Ouais, et ça c'est l'essentiel. Bon, et bah on vous fait des gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Bisous!